Bien. Donc, je remercie d'ailleurs encore une fois Irena de m'avoir invité. Ça m'intéresse vraiment d'avoir ce regard croisé en fait entre plusieurs pays. Et j'ai envie de dire qu'il était quand même temps qu'un représentant d'un État jacobin donc, fasse quelque chose sur la mémoire de la Shoah, parce que la Shoah est obligatoire en France. Voilà. Je plaisante, bien sûr. Je plaisante. Alors, c'est très important que vous compreniez bien de quel point de vue je vais vous parler, en fait, ici. Je suis enseignant, je suis aussi formateur, on vous l'a dit, au mémorial de la Shoah. Et puis, j'ai un parcours professionnel qui fait qu'au bout d'un certain temps, on prend un certain recul par rapport à ce que l'on enseigne. Et ce que je vais vous dire ici, ce n'est pas la voix de la France, soyons bien clairs là-dessus. Je pense qu'on n'est pas très bien placé, j'en parlerai dans un instant. C'est seulement l'aboutissement d'une réflexion et d'un travail personnel depuis, je pense, 25 ans, effectivement, qui me permet de dire aujourd'hui, d'affirmer un certain nombre de choses sur l'enseignement de la Shoah en France. Et vous allez voir que je suis assez critique envers cet enseignement de la Shoah en France. Et je vais vous en donner les raisons. Là, alors, la première des... je vais prendre ça, voilà. Vous m'entendez bien, c'est bon? Bien. Alors, il y a un paradoxe dans l'enseignement de la Shoah. Et ça, quand je prends ce paradoxe de l'enseignement de la Shoah, on en a parlé ce matin. C'est un article du Monde qui a quelques mois, d'ailleurs, je crois qu'il daté du mois de novembre, et qui constate la chose suivante, en fait, ici, c'est qu'en 2023, on a recensé en France plus de 1600 actes antisémites. C'est-à-dire 4 fois plus qu'en 2022. 4 fois plus qu'en 2022. Or, le paradoxe, et vous voyez bien où je veux en venir, c'est que, en fait, le paradoxe, c'est que, en France, on estime que les enseignants n'ont jamais été aussi bien formés sur la Shoah. Que la Shoah est très présente dans les programmes scolaires. Tous les élèves, vous allez voir, ont, à un moment donné, dans leur programme, eu un enseignement sur la Shoah. Or, on constate que cette montée de l'antisémitisme est sans aucune comparaison depuis la Seconde Guerre mondiale. On n'a jamais vu autant de recensement d'actes antisémites. Donc il y a un vrai paradoxe. Et ce paradoxe, eh bien, il faudrait pouvoir l'expliquer. Comment expliquer ce décalage? Ce décalage, il est très important parce qu'il doit nous donner des directions dans lesquelles on devrait évoluer sur l'enseignement de la Shoah. Et comme je sais que ici, en fait, vous êtes sur une refonte des programmes, je pense que c'est vraiment intéressant d'échanger sur ce domaine ici. D'abord, et vous allez voir dans un premier temps, la première raison, c'est la trop grande ambition des programmes d'histoire en France. Voilà. Trop grande ambition, je vais vous les montrer dans un instant, c'est-à-dire que, effectivement, ici, pour entrer dans un sujet, eh bien, on ne peut pas du tout travailler les compétences qu'on attend, effectivement, d'un élève. En fait, et notamment en France ici, eh bien, c'est souvent l'enseignant qui pense, qui fait, qui critique, qui réfléchit à la place de l'élève. Et on peut dire que très souvent, il passe son temps à apporter des réponses à des questions que les élèves ne se posent même pas. Donc c'est vraiment un problème, et j'insiste bien là-dessus, parce qu'on est maintenant, je pense, dans une impasse dans l'enseignement de la Shoah en France. La deuxième raison, je pense ici, c'est que très longtemps, on a dit qu'il y avait un devoir de mémoire transmissible de génération en génération. Alors, je ne crois pas du tout, moi, à ce devoir de mémoire. Alors, je pourrais peut-être en choquer certains ici. Je crois beaucoup plus, et je vous le montrerai, à un travail de mémoire. Par le devoir de mémoire, eh bien, en fait, il donne naissance, et je pense que vous êtes ici en Belgique, d'après ce que j'ai bien compris ici, bien placé pour en parler. Ce devoir de mémoire, eh bien, souvent, il donne lieu à ce qu'on appelle à des phénomènes de concurrence mémorielle. Ici, en France, comme ici en Belgique. Parce que d'autres groupes se sentent davantage concernés par leur propre mémoire victimaire. Je pense aux descendants, par exemple, des anciens colonisés, pour la France notamment ici. Et les élèves, eh bien, pensent souvent qu'on se soucie plus de la souffrance des Juifs que de la souffrance, effectivement, eh bien, de leur propre histoire, par exemple. Et donc, dès l'instant que vous êtes dans une situation de concurrence victimaire, en fait, eh bien, votre discours a bien du mal à passer. C'est pour cette raison d'ailleurs que le mémorial de la Shoah à Paris, pour lequel je travaille depuis très longtemps, travaille beaucoup plus sur ce qu'on appelle les mécaniques du génocide que sur le génocide lui-même, en introduisant des éléments de comparaison avec le génocide des Tutsis, le génocide des Arméniens ou d'autres atrocités de masse ici, afin de montrer effectivement quels sont les éléments de comparaison qu'on peut trouver entre ces génocides plutôt que sur le génocide lui-même. Alors, les programmes.
Donc voilà, ici, je vais vous montrer ce que c'est que les programmes scolaires. Alors voilà un peu le plan de mon intervention. Voilà, on aborde en fait l'histoire de la Shoah dans 3 fois au cours d'une scolarité pour un élève. On a en France ce qu'on appelle une démarche spiralaire. C'est-à-dire que à l'école primaire, eh bien, on aborde, vous voyez ici, voilà, alors j'ai extrait un petit peu en dessous le génocide des Juifs ainsi que la persécution à l'encontre d'autres populations. Les élèves ont entre 10 et 11 ans. On l'aborde en 3e, les élèves ont 14-15 ans. Alors, voilà, vous voyez, voilà comment ça s'appelle, violence de masse, anéantissement caractérisé de la Deuxième Guerre mondiale, les génocides des Juifs et des Tziganes ainsi que la persécution d'autres minorités sont étudiés. Mais, vous voyez, ça c'est, voilà, c'est ça dans un programme. C'est ça dans un programme. Et je trouve que, bon, bien sûr, vous ne pouvez pas lire, on n'a pas le temps de lire, mais ce qui est intéressant, c'est de voir quelle place ça occupe dans un programme. Et puis, voilà, la dernière année où on en parle, classe de terminale, 17-18 ans, donc vous voyez, ça, voilà cette place que vous avez ici. Violence, crime de masse, Shoah, génocide des Tziganes. Et voilà quelle place ça occupe dans un programme. Alors là, je ne l'ai même pas, d'ailleurs, je sais même pas, c'est peut-être inversé, peut-être, vous allez voir. Voilà, vous voyez, la place qui s'occupe dans le programme. Ça, c'est le programme de terminale, en fait, en France. Vous voyez, alors vous avez une page, vous avez 2 pages, vous avez 3 pages, vous avez 4 pages. Donc, ici, très clairement, dans des programmes comme celui-ci, si je reprends un peu mon propos, en fait, l'idée, c'est de dire qu'effectivement, eh bien, vous courez dans les programmes, et les compétences, on a aussi des grilles de compétences en France qui sont d'ailleurs assez identiques avec ce que vous avez, ce que j'ai pu lire effectivement sur la Flandre ici, où vous avez effectivement critiqué, exercer sa réflexion, poser des questions. Or, en réalité, l'enseignant n'a pas le temps de le faire. Hein, puisque dans ces trois temps lors de la scolarité, on peut y consacrer à peu près 2 heures, pas plus. Donc, je crois que ça, c'est très important à considérer, effectivement, sur l'histoire du temps long. J'ai entendu parler ce matin de certaines personnes qui parlaient du temps long, effectivement. Eh bien, ça me semble très intéressant d'envisager, effectivement, non pas des programmes. Et moi, je pense que les programmes font un très grand mal, en fait. Mais je pense qu'il faudrait envisager uniquement les choses en termes de référentiel, qui indique une direction. Alors j'ai entendu ce matin effectivement l'introduction d'un programme qui s'appelle, j'ai cru comprendre, Totalitarisme et démocratie, 2 heures par semaine, et d'envisager un travail sur le temps long avec les élèves, pour arrêter de penser à leur place, d'agir à leur place, parce qu'on veut en faire des citoyens. J'ai entendu ce terme très souvent, et en France on entend tout le temps ce terme, construire des citoyens, mais en fait construire une réflexion citoyenne, mais en fait c'est l'enseignant qui la construit en permanence. Les élèves, restituent des connaissances sans réfléchir. Je voudrais quand même dire qu'en France, les frères Kouachi, Mohamed Merah, sont tous passés par l'école de la République. Ont tous eu des cours d'instruction civique, ont tous eu des cours d'histoire. Ça ne les a pas empêchés de commettre des attentats antisémites. Donc c'est un vrai problème. Voilà. Et aujourd'hui, on est dans une impasse. Alors, voilà, c'était ma première réflexion. Peut-être que ça peut être un peu dérangeant, mais aujourd'hui, on a une vraie réflexion à fournir pour sortir de cette impasse. Alors, notre enseignement, alors je ne sais pas combien de temps j'ai encore 10 minutes. Il y a une certaine réflexion. Alors, on a aussi, en France, dans des programmes, je vous ai pris des pages de manuel scolaire ici, un chapitre sur les mémoires aussi du génocide des Juifs et des Tziganes. Ça, c'est dans les nouveaux programmes de terminale. Donc, on n'a pas seulement la Shoah, mais on a aussi la question de la mémoire ici. Bien. Alors, l'enjeu du vocabulaire. Voilà une double page de manuel. J'ai entendu ce matin à plusieurs reprises, je pense que c'était Joël ce matin, qui vous parlait des camps de concentration, centres d'extermination. Vous voyez, le problème aujourd'hui du vocabulaire, il faut d'abord, c'est un enjeu fondamental, parce que l'enseignant est garant, effectivement, que les élèves nomment bien les situations historiques qu'ils découvrent. Et on voit aujourd'hui, avec l'actualité, à quel point c'est important qu'on nomme bien ce que l'on connaît, ce que l'on découvre, y compris sur les réseaux sociaux. Alors, vous le voyez ici, ça c'est un extrait d'un manuel actuel en France. Vous voyez ici le titre « Auschwitz, un camp de la mort ». Vous voyez pourtant, avec tous les travaux des historiens qui ont été faits, même aujourd'hui en 2023, on trouve encore cette approximation du vocabulaire ici.
le camp de la mort, ça ne signifie pas grand-chose, en fait, hein, on vous l'a dit, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Hein, il faut bien sûr faire cette distinction fondamentale. À Auschwitz, vous avez un camp de concentration où on séjourne, c'est clair, ici. C'est une politique du travail forcé, une politique d'emprisonnement préventive. Mais vous avez aussi des centres de mise à mort. Vous en avez au moins 7 centres de mise à mort à Auschwitz. Et ce n'est pas du tout la même logique, puisque dans ces centres de mise à mort, on y conduit surtout des juifs et aussi des tziganes. Et ce n'est pas du tout la même politique. Il s'agit ici d'une politique que les nazis appellent la solution finale. Donc déjà, il est important de distinguer ces lieux ici. L'enjeu de vocabulaire est très important. Je voudrais évoquer aussi les pièges de ce vocabulaire. Donc c'est un enjeu aussi pour notre enseignement, puisque les manuels, souvent, tombent dans ce piège du vocabulaire. Ici, c'est la lettre d'invitation de Heydrich à Martin Luther pour une nouvelle convocation à la conférence de Wannsee. Vous remarquerez ici, bon, c'est en allemand, mais moi-même moi qui parle très peu l'allemand, ici on peut très bien comprendre, on voit ici solution finale de la question juive. Lorsque on utilise en classe, voilà ici, des termes comme nuit de cristal ou solution finale, il faut bien rendre compte qu'ici on utilise de la langue nazie. On met donc ces pas dans ceux des bourreaux. Cette langue qui a procédé à une forme d'euphémisation, en fait, pour cacher, en fait, la réalité criminelle qu'il y avait derrière ces termes. Donc, faisons bien attention, il y a un enjeu de vocabulaire très important. Quand on utilise le mot solution finale, nuit de cristal, c'est de la langue nazie. Et puis, alors je voulais faire ce point qui me semble relativement important parce que systématiquement, quand on l'utilise, il faut expliquer au manuel pourquoi. Et ici, le problème, c'est que vous n'avez pas de guillemets. La nuit de cristal, Kristallnacht, ce sont les nazis qui ont créé ce terme. Donc c'est un vrai problème que, effectivement, ce manuel, ne mette pas des guillemets parce que, vous voyez, vous introduisez dans la langue courante, la langue des bourreaux, en fait. Donc il faut faire attention à cela. J'aurais pu faire également quelque chose sur le vocabulaire juridique, mais j'ai pas le temps de le faire. Aujourd'hui, dans les programmes en France, on utilise un vocabulaire juridique. Crime contre l'humanité, génocide, crime de guerre. C'est aussi très complexe, mais ici, à travailler avec les élèves, parce que la justice et l'histoire n'ont pas les mêmes objectifs. La justice, elle doit qualifier les faits et administrer une peine. L'historien, lui, doit établir les faits, et ces différents objectifs fait qu'il y a des différences d'interprétation sur ces termes, mais je passe là-dessus. Donc, attention à cela. Donc, on a un enjeu de vocabulaire. On a aussi un enjeu de la disparition dans notre enseignement. La disparition, vous voyez, quand j'emmène des enseignants à Auschwitz, on leur montre ça à Auschwitz. Ça, c'est un paysage du génocide. Ça, c'est un paysage de la Shoah. Parce que cette clairière à Auschwitz, on a brûlé les corps de dizaines de milliers de juifs, à la fin de l'année 42. Et on a dispersé les cendres ici. On a une historienne en France qui s'appelle Annette Wieworka qui dit que quand vous emmenez des gens à Auschwitz, c'est très compliqué parce que vous n'avez rien à voir à Auschwitz. Si vous n'expliquez pas, si vous ne savez pas ce qu'il y a à voir, il n'y a rien à voir à Auschwitz. Parce que le génocide, c'est ça. Et tous les historiens du génocide disent exactement la même chose. Pour les Tutsis, c'est pareil. Mais je ne vais pas rentrer, je n'ai pas le temps de développer ça. Un paysage du génocide, c'est le vide. Et quand vous arrivez à Auschwitz, ce que vous voyez n'est pas la réalité meurtrière, en fait, de ce lieu. Parce que quand vous arrivez à Auschwitz, vous voyez un immense camp de concentration. Or, dans ce camp de concentration, Auschwitz, c'est 1 300 000 personnes déportées à Auschwitz, 1 100 000 morts, et sur 1 100 000 morts, 900 000 juifs ne sont jamais rentrés dans ce camp de concentration. Ils ont été directement conduits dans les chambres à gaz. Donc c'est très complexe, quand vous emmenez des élèves ici, de leur montrer la réalité meurtrière, c'est pas le camp de concentration. Vous avez 100 000 personnes qui sont mortes dans le camp de concentration. Mais 900 000 sont mortes à l'extérieur du camp de concentration. Et donc c'est ça. Nous, quand on emmène des élèves, moi j'emmène pas des élèves, j'emmène des enseignants, on leur montre ça. Je vous montre une autre image. Ça, alors on voit pas très bien, mais c'est la rue, c'est une rue à Cracovie, pour vous montrer ce que c'est que le vide. Alors ça n'a aucune valeur scientifique, cette image. Ça, à gauche, c'est une image qui a été prise sur un film qui a été tourné en 1939 dans le quartier juif de Cracovie, par 2 producteurs polonais, juifs polonais. Et c'est aujourd'hui ce que vous voyez ici. Et vous voyez sur cette image, on voit ici, alors on ne voit pas très bien, mais c'est la rue Josepha. Ce sont des Hasidim, c'est-à-dire ce sont des religieux juifs. C'était un quartier juif, il y avait 65 000 juifs à Cracovie. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Cracovie, c'est la même rue, j'ai essayé de prendre le même angle, vous voyez, il n'y a plus aucun juif. Donc, en fait, quand vous allez à Cracovie aujourd'hui, ce que vous voyez, ce que vous êtes marqué par le vide,
Il n'y a plus de juifs à Cracovie. Par contre, vous avez 7 synagogues, vous avez d'immenses cimetières. Le paysage du génocide, c'est le paysage du vide. Alors, notre question, nous, c'est comment mettre en récit cette disparition qui n'a laissé aucune trace, ou très peu de traces. Donc ça, c'est un enjeu important. L'enjeu de la disparition. Et enfin, il y a un dernier enjeu, c'est l'enjeu de l'historicisation, en fait. C'est-à-dire qu'il faut essayer de retracer les étapes de la destruction avec des élèves, ici, et on essaie de le faire ici. Ces étapes, voilà ici un extrait, alors il y a une petite, voilà, ne m'interpellez pas là-dessus, c'est maladroit, mais c'était des contraintes de manuel, effectivement ici. C'est bien sûr pas la Pologne, mais il s'agit de la Pologne occupée par l'Allemagne nazie. Bien. En tout cas, ici, vous voyez ces étapes, eh bien, la Shoah, l'extermination finale, n'occupe qu'une part de ce processus de destruction. Et c'est très important d'enseigner l'histoire de ce processus de destruction et de ne pas rester à l'étape finale, en fait. Parce que si vous restez à l'étape finale, eh bien, vous restez sûrement dans un registre purement émotionnel. Et puis, également, vous ne restituez pas les différents aspects de la solution finale des nazis, entre guillemets, ici, car la solution finale, ici, die Endlösung, n'avait pas le même sens en 1939, en 1940, en 1941, en 1942. Donc, restituer ces étapes est essentiel pour montrer que les nazis, la politique de persécution contre les juifs, a évolué au cours de l'histoire ici. Et puis, c'est remettre aussi ces pas dans ceux d'un juriste international qui s'appelle Raphaël Lemkin, qui a donc créé ce mot de génocide, et qui est parti aux États-Unis il n'est pas parti, il n'a pas pris de vêtements, il n'a rien pris, mais il a pris tous les décrets antisémites qu'avaient pris les nazis depuis 1933. Et pour lui, ces décrets antisémites pris individuellement n'ont aucun sens, mais pris dans leur ensemble, construisent un véritable projet de destruction. Et donc, quand vous restituez le processus dans son ensemble, vous restituez ce processus de destruction. J'ai plus que 5 minutes, je pense. Alors, voilà. Donc, je vais éviter de parler des images. Voilà, parce que je n'ai pas le temps de le faire. C'est ce qu'on préconisait ici. Je voulais seulement vous montrer ici, et il y a une démarche auquel je crois beaucoup, c'est la démarche, mais on en a parlé, sans en parler ce matin, la démarche de la micro-histoire. Je pense que pour incarner cette histoire-là, la démarche de la micro-histoire est très intéressante dans les manuels scolaires. Alors, bien sûr, ici, voilà l'exemple d'une double page d'un manuel scolaire en France, où on a retracé l'histoire d'une famille polonaise, d'origine polonaise, qui s'appelle la famille Adoner, que vous voyez ici, avec un témoignage, parce qu'il y a eu un seul surveillant de cette famille, il s'appelle Samuel, qui est mort en 2020, et on a restitué tout son parcours. Voilà. Alors ça, c'est les doubles pages du manuel. Je pourrais aller un peu plus loin, parce que ça se présente comme ça, en fait, mais aujourd'hui, on pourrait... Voilà, Samuel Adoner, il est ici. Et donc, on a restitué tout son parcours. Il a témoigné, comme beaucoup l'ont fait, ici. Je vous montre ces images assez vite. Voilà, on a bien sûr retrouvé la fiche de recensement. Les Juifs en Belgique ont aussi été recensés. On a les fiches de recensement en France, ici. On voit effectivement ici une partie de la famille seulement. Donc, ces informations sont... Voilà, on utilise des documents bruts. Elles sont extrêmement intéressantes à être utilisées. Ils ont été arrêtés, vous voyez, on peut marquer le lieu de l'arrestation. Alors, ils ont été, bien sûr, internés à Drancy, le Malines français, en fait, ici. On a tout... Et je pense que vous pouvez avoir le même genre d'informations ici en Belgique d'ailleurs. On a la liste du convoi. Il est parti le 28 septembre 1942. Et voilà toute la famille Adoner. Ils sont 8 en tout. Partent. Voilà et voilà le telex de déportation qui accompagne le convoi numéro 38. C'est très intéressant parce que vous y voyez énormément d'acteurs qui ont joué un rôle dans la déportation. Notamment la SS et ses différents services. Y compris la direction du camp de concentration. Ici, vous voyez d'ailleurs le nom de Eichmann qui apparaît ici. Bon, voilà, il y a tout un travail. On peut retracer l'itinéraire. Alors je ne sais pas si on a parlé ce matin de ce site d'archives qui s'appelle Bada-Rolsen. Quand vous vous allez sur Bada-Rolsen, vous pouvez trouver les cartes, en tout cas certaines cartes des internés. Voilà la carte de Samuel Adoner. Voilà, ici. Donc lui, il est rentré dans le système concentrationnaire. Voilà. Il a travaillé, et on voit d'ailleurs ici, il rentre à Auschwitz-Birkenau, il rentre le 30 septembre 1944. Et il en sort le 17 octobre 1944 pour aller à Buchenwald. Voilà sa carte, mais voilà, je passe aussi. Voilà ce que vous voyez d'ailleurs, quand je vous disais Auschwitz,
la réalité meurtrière de juifs n'apparaît pas ici. Elle n'apparaît pas, pourquoi? Parce que les juifs de France et une partie de ceux de Belgique ont été tués dans les bunkers qui se trouvent à la lisière de la forêt ici. Tout ça, c'est le camp de concentration. Alors, vous avez une mortalité dans le camp de concentration, mais la politique d'extermination des juifs, elle se fait à la lisière du camp de concentration. Et puis dans les grands crématoires qui sont ici. Donc voilà, et je passe assez vite, et le reste de sa famille a été exterminé dans ces deux bunkers, puisque le 30 septembre 1942, date à laquelle elle arrive à Auschwitz, vous n'avez pas tout l'ensemble du camp qui est construit, il n'y a que ces 2 centres d'extermination qui existent. Alors, je passe là-dessus, je voulais vous montrer seulement un travail d'élève, parce que je pense que c'est des choses que vous pouvez faire ici, avec des élèves ici en Belgique. Je crois beaucoup à cette histoire voilà, à cette histoire de micro-histoire. Alors, je ne sais pas, ça n'apparaît pas. Alors, que je quitte peut-être. Peut-être que je quitte le diaporama, peut-être, non? Oui, peut-être. Voilà. Voilà, je vous montre ce travail. C'est un travail qui a été fait par des élèves de la Meuse, donc de la région où j'enseigne, en fait, ici. Et vous voyez, ils reconstituent, avec des archives, l'histoire d'une famille. J'ai entendu parler tout à l'heure d'une bande dessinée, à propos d'une famille juive ici. C'est la même chose, mais là, c'est un travail d'élève. Un parcours d'élève, un travail mémoriel. Ouais, regardez, cette famille s'appelait Akar. Bon, j'ai pas le temps, bien sûr, de vous montrer ce roman graphique, en fait. Mais il s'appuie, en fait, vous voyez, sur des... Alors, ils ont constitué la famille, on trouve ils étaient propriétaires de chevaux, d'élevage de chevaux en Meuse, ici. Voilà, une partie de la famille ils ont retrouvé des photographies. Ils ont retrouvé, bien sûr, la maison où ils habitaient. Vous voyez, il y a tout un travail de mémoire. Avec des dessins d'élèves, une partie des photographies. L'entreprise a été réalisée. Ici, vous avez la lettre du préfet qui demande au maire, justement, de recenser les juifs de la région. Ici, et on retrouve leur nom. Cette famille Akar, elle se trouve ici, en fait. Ils ont été donc recensés. Il y a tout l'itinéraire. Et jusqu'à, effectivement, la déportation à Drancy et puis à Auschwitz. Vous voyez, alors, il y a des dessins d'enfants. Je vais très vite, mais voyez par exemple ici, voilà, vous avez ici la liste des arrestations qui ont été faites le 3 mars 1944 à Bar-le-Duc, où il y a cette famille-là qui va partir, en fait. C'est ça un travail de micro-histoire. Et les élèves sont vraiment acteurs de cette démarche. Voilà. Et je ne vais pas vous montrer les autres documents, mais il y a aussi le telex de déportation. On retrouve tous les documents que les élèves ont cherchés dans les archives municipales, que les élèves se sont fait envoyer par le mémorial de la Shoah. Donc je termine et je conclue là-dessus, en fait. Pour vous dire une chose, c'est que, en fait, il y a un historien français qui s'appelle, je peux donner son nom, peu importe, Tal Brutman, dans ce même article du Monde, ou un article du Monde après, qui a affirmé que enseigner la Shoah n'était pas un vaccin contre l'antisémitisme. Je suis profondément en désaccord avec ça. Parce que ce n'est pas le problème d'enseigner la Shoah, c'est le problème de la manière dont on l'enseigne qui pose vraiment problème. Si effectivement, l'élève devient un véritable acteur de son propre parcours historique, de son propre agenda, de sa propre démarche, oui, là effectivement, vous avez des élèves qui vont être vaccinés contre l'antisémitisme parce qu'ils auront fait vraiment un travail de mémoire et un travail d'historien. J'appartiens à un jury qui s'appelle le prix Corin. La semaine prochaine, on va récompenser des travaux d'élèves, 25 travaux d'élèves qui tournent autour de cela. Et je peux vous assurer que ces 25 travaux qui rassemblent des classes, eux sont vaccinés vraiment contre la Shoah parce qu'ils ont fait un vrai travail mémoriel. Donc, arrêtons de courir dans les programmes. J'ai bien entendu tout ce que vous disiez. On n'a pas le temps, mais oui. Le temps de l'apprentissage, le temps de la réflexion citoyenne et de la construction d'une pensée, ça prend du temps. Il ne faut pas courir. Et en France, on ne fait que cela. Et on ne construit pas contre l'antisémitisme. Par contre, quand on construit des parcours comme ça, oui, là, vous vaccinez contre l'antisémitisme parce que l'élève est vraiment un acteur de sa réflexion. Il construit son raisonnement. Voilà ce que je voulais vous dire.